quand on crée une expérience avec le spectateur, il y a déjà un lien qui se crée et donc forcément ça va le rendre plus fidèle. Créer du lien via l'expérience pour fidéliser sa communauté de fans. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Guergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Cette semaine, nous recevons Pierre Lebeau pour évoquer plusieurs sujets autour de l'expérience du public, de la billetterie et des hospitalités pour les partenaires. Pierre a travaillé pendant 3 ans sur la gestion et la commercialisation de la billetterie des plus grands événements sportifs et culturels parisiens au Stade de France, au Grand Prix de France de F1, au Racing 92 ou encore à Paris La Défense Arena. Dans cet épisode, nous mentionnons quelques inspirations hors sport avec notamment l'exemple de l'enseigne Decathlon qui permet à ses clients de tester des produits directement sur la surface de vente, une façon de créer une expérience pour rassurer et inciter à l'achat. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute! Bonjour Pierre, comment ça va? Ça va et toi? Eh bien écoute, ça va très bien, je suis très content de te recevoir sur le podcast Fanstriker. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Pierre Lebeau, donc je suis responsable commercial chez Derby, qui est l'agence hospitalité du Stade de France notamment, et également de la Coupe du Monde de rugby 2023. Je suis passionné de sport depuis toujours, j'en ai fait mes études et aujourd'hui mon métier, donc voilà, c'est très très cool et je suis vraiment passionné. On va parler de passion, de métier, et on va grandement parler aussi donc de billetterie et d'hospitalité dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, en vulgarisant plus ou moins ce qu'est l'hospitalité? Alors, en gros, il faut distinguer dans un stade, il y a 2 types, on va dire, de billetterie. Ce qu'on appelle la billetterie sèche, qui est la billetterie grand public, et il y a l'hospitalité, donc la billetterie VIP. En fait, il s'agit tout simplement d'associer une offre de restauration à une billetterie. Et donc, vous pouvez aller en salon VIP, ce qu'on appelle le salon VIP, ou en loge. Et donc là, vous avez une restauration soit en buffet, soit en cocktail, soit en repas assis. Et c'est tout ça, on va dire, la prestation VIP, l'hospitalité tout simplement. Parce qu'on traite principalement sur Fanstriker de fan expérience, au sens large, aussi fan engagement, etc. et tout ce qui touche à cette notion d'expérience. Quand on connaît un peu le sport business, on sait qu'il y a plusieurs notions qui sont regroupées. Et c'est vrai que quand on parle de fan expérience, on pense grand public, etc. Mais en réalité, l'expérience des spectateurs, elle peut être soit en tribune avec ce qu'on appelle les grands publics, ou soit dans les loges, salon, ouais. Dans les espaces partenaires, sur les espaces VIP, sur les salons notamment. Ouais, exactement. En fait, il faut savoir que dans la plupart des clubs, le nombre de VIP représente à peu près 10% de la jauge. Par contre, ça représente environ 80% du CR. Donc forcément, les clubs ont tout intérêt à développer l'expérience de leur VIP. Qui plus est, en fait, c'est des personnes qui reviennent régulièrement, quasiment à chaque match, puisqu'ils ont pris des loges ou des salons à l'année pour inviter forcément des nouveaux clients sur chaque match. Donc ces personnes-là, évidemment, qui ont payé le plus cher, se doivent, on va dire, d'être bien traitées par les clubs et forcément avoir une expérience différente à chaque match. Tu as travaillé pendant 3 ans sur la gestion et la commercialisation de la billetterie des plus gros événements sportifs et culturels parisiens, le Stade de France, le Grand Prix de France de F1, le Racing 92, Paris La Défense Arena, Paris Basketball, Paris Volley, etc. Est-ce que tu as remarqué des similitudes ou au contraire des différences marquantes dans l'approche selon les types d'événements? Je dirais qu'il y a 2 acteurs majeurs qui se distinguent. Le premier étant évidemment le Racing 92, puisque c'est pour moi un des acteurs majeurs, on va dire, sur la fan expérience. En tout cas, un des clubs qui est le plus développé avec, je dirais peut-être, l'Olympique Lyonnais. Pourquoi? Parce que ils ont réussi à sectoriser les tribunes. Notamment, ils ont une tribune Crazy qui fonctionne très très bien auprès des BDE et des étudiants. Ils ont une tribune family, pareil, qui est idéale avec des animations pour les plus petits, des stands de maquillage et tout ça, donc c'est vraiment sympa dans les coursives. Il y a la Bodega qui est sur le terrain en 3e mi-temps. Pareil, je pense que c'est un des seuls clubs à proposer ce type d'expérience, en plus avec un DJ. Ils ont assez souvent aussi des thématiques de match. Une mascotte qui fait aussi
qui fait participer, on va dire, pas mal le public et qui est partie prenante dans cette fan expérience. Donc voilà, ils sont vraiment très avancés là-dessus. Et puis je dirais que le deuxième acteur, c'est le Paris Basket, qui est également dans une très très bonne dynamique, puisque c'est un club qui est tout nouveau, datant de 2018, qui est désormais en Betclic Elite, puisque ça s'appelle comme ça, la Pro A, quoi, tout simplement. Donc ils ont monté rapidement, et qui même à Carpentier, qui pourtant se prête pas forcément, ou en tout cas pas comme Paris La Défense Arena, à une fan expérience incroyable, et ben, ils arrivent à faire des belles petites choses avec des petits budgets. Donc voilà, j'aime beaucoup le message qu'ils envoient, dans le sens où tout est possible, même avec un budget abordable. Au moins on peut faire des choses et on peut créer des choses, quoi. Et c'est vrai que je me souviens particulièrement pour le Paris Basketball, on y était allé ensemble d'ailleurs, il y a 2019 je crois. 2019. Ouais, c'est ça, exactement, fin 2019. Et j'avais trouvé des choses super intéressantes chez eux, notamment avec peu de moyens, des quiz où il y avait des interactions entre le speaker, qui est très bon d'ailleurs, qui est toujours au club, et qui est très doué là-dedans, et notamment tout ce qu'il faisait en termes de connaissances, d'interaction avec le public. Il y avait la possibilité, bon c'est pas très Covid friendly, mais de faire passer le ballon du match et que les spectateurs puissent toucher le ballon, enfin plein de petites choses intéressantes, et ce que j'appelle souvent moi avec des coûts très bas, tu l'as mentionné, où finalement il n'y a pas forcément de moyens financiers importants pour pouvoir proposer ce type de choses à un public et créer l'interaction, créer du fan engagement sur ce type d'événements sportifs. Ouais, exactement. En fait, c'est ça. C'est vraiment faire participer le public et le spectateur à un match, et pour faire en sorte de décorréler, on va dire, son expérience du résultat sportif, quoi. Qui passe un très bon match et une très belle expérience, malgré par exemple la défaite, quoi. Avec ton expérience sur ces différents événements, quel est le niveau de maturité des organisateurs d'événements sportifs en matière de billetterie ? Je dirais qu'en termes de billetterie, je dirais qu'ils sont assez matures, c'est-à-dire qu'ils ont la plupart du temps un logiciel de billetterie. En tout cas, tous les acteurs ont leur logiciel de billetterie, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est installé depuis plusieurs années, très bien. Le problème, c'est que il y a très peu d'innovation. Je prends toujours un exemple qui est assez concret, assez parlant, qui pour moi en fait est la meilleure expérience en termes de billetterie que j'ai pu avoir, c'est la SNCF. Et là tu vas me dire, mais c'est assez paradoxal, puisque c'est pas dans le sport, mais en fait si, parce que tu as déjà pris le train comme moi. Tu as maintenant ton billet sur ton mobile, sur ton application, c'est un billet, donc tu passes directement aux bornes, et hop, tu es déjà dans le train, c'est bon, c'est validé. Et je comprends pas pourquoi en France, en 2022, c'est pas encore possible de faire ça dans les stades. Parce que je pense que ça fluidifierait énormément les flux à l'entrée des stades. Ça permettrait évidemment d'avoir un accès plus sécurisé. Et surtout beaucoup plus simple, et encore plus, on va en reparler peut-être après, plus éco-responsable, puisqu'on ne serait pas obligé d'imprimer un billet papier, quoi. Et concernant l'hospitalité, concrètement, est-ce que tu as observé ou observes-tu aujourd'hui des tendances ? Alors, malheureusement, je dirais que c'est, je trouve, un peu trop comme dans les années 90 ou 2000, c'est-à-dire que ça n'a pas énormément évolué à mon sens, ou en tout cas pas assez vite. C'est peut-être mon côté impatient pour le coup, mais je trouve qu'en France on a énormément de retard par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, notamment sur la F1. Là, il y a ce week-end le Grand Prix de France le Grand Prix de Formule 1 de Miami, qui est un exemple typique de ce qui peut se faire de mieux en termes d'hospitalité. Voilà. Après, on a quand même quelques initiatives qui sont intéressantes. Il y a le SCO d'Angers notamment, qui avait, je crois que c'était l'année dernière, non, avant le Covid, donc ça devait être 2019-2020, qui personnalisait en fait ces matchs. C'est-à-dire que vous alliez en salon VIP contre l'OM par exemple, vous aviez, je dis n'importe quoi, mais de la bouillabaisse avec un verre de Ricard, et puis vous pouviez faire une pétanque. Donc hyper intéressant. Quand on joue contre Lorient, on va peut-être plus avoir du Merlu. Alors on est dans les clichés, mais voilà, c'est pour que les gens comprennent. Je pense qu'on peut vraiment personnaliser chaque match et faire vivre aux spectateurs évidemment, mais aussi aux VIP qui reviennent à chaque match un match différent. Et donc, et en plus, ça aurait de la cohérence. Il y aurait, on va dire, beaucoup plus d'attrait pour chaque match. Ça serait plus intéressant, quoi, tout simplement.
Dans ton parcours professionnel, tu t'es spécifiquement intéressé à la billetterie B2B, à l'inverse du B2C. Comment allais-tu, toi, personnellement, chercher de nouveaux publics B2B ? Mais en fait, c'est assez simple. J'ai réfléchi basiquement sur qui pouvait aller au stade et comment on pouvait aller au stade. Et je vais prendre un exemple très concret. Moi, j'étais président d'un BDE pendant que j'étais en STAPS. Et donc, on allait voir les matchs, j'étais à Angers, on allait voir les matchs du SCO, on allait voir les matchs des Ducs d'Angers, donc en hockey, et les matchs du SCO handball, Angers-Noyant à l'époque, pour ceux qui connaîtraient. Et donc, en fait, ça marchait assez bien, puisqu'on était entre 80 et 200 à peu près sur une fac de 800. Donc, ça fonctionnait vraiment bien. Et je suis parti de ce constat-là en janvier 2020, juste avant le Covid. J'étais voir mon patron et je lui dis, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les BDE. À mon avis, on peut leur proposer de la billetterie sur des billets pas trop chers et ça peut fonctionner. Et il me dit, bah écoute, t'as carte blanche. Je suis ok, bon, très bien. Et je suis parti sur Internet et j'ai contacté tous les BDE. De France et de Navarre. Et au final, en 1 an et demi, malgré le Covid, puisque je commençais en janvier 2020, on a réussi à travailler avec plus de 400 BDE. Donc véritable succès, et au final, on voit très bien qu'il y a eu forcément un engouement, parce que la demande était là. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout de leur proposer un contenu qui est personnalisé, parce qu'aller voir un match pour aller voir un match, bon, c'est intéressant, mais voilà. Aller voir un match quand vous avez, par exemple, un avant-match avec un espace qui vous est dédié, je sais pas, une table de ping-pong, des activités un peu comme ça différenciantes, c'est quand même beaucoup plus cool. Un espace vraiment étudiant avec un DJ, enfin voilà, beaucoup plus cool que d'aller voir un match comme ça un peu tout seul. Donc ça, on l'a mis en place notamment pour le Paris Basket. Et ensuite, aussi, d'ailleurs au Racing, puisqu'ils ont continué au Racing 92, ça fonctionnait aussi très très bien dans leur tribune Crazy. Voilà. Et ça, je pense que c'est largement duplicable sur l'ensemble des clubs de Ligue 1, enfin même les clubs sportifs en général. Hein. Je vois le Stade Rennais l'avait fait il y a quelques années avec une soirée étudiante qui était vraiment sympa sur un match de coupe d'Europe en semaine. Ça permet de remplir évidemment, et puis en même temps ça permet aux étudiants d'aller voir un match de Coupe d'Europe pour 7 €, je crois que c'était à l'époque, et passer un bon moment avec un DJ, avec des animations, des jeux gonflables, tout ça quoi. En décembre 2018, tu as rédigé un article en tant qu'invité sur Fanstriker sur le sujet de la billetterie et l'exemple des 49ers de San Francisco aux USA qui proposaient des packages billetterie ultra personnalisés à leurs fans dans le but d'optimiser leur expérience. C'était il y a 4 ans. Depuis, est-ce que tu as observé des choses similaires, des inspirations issues de ce modèle-là en France chez nous ? Alors, je crois avoir été assez attentif et malheureusement non. Je pense pas, ou alors j'ai peut-être loupé des choses évidemment. Je pense que le Covid évidemment n'a pas aidé. Mais c'est assez dommage effectivement parce que ce modèle des 49ers à San Francisco est vraiment hyper intéressant, se développe beaucoup aux États-Unis. On a encore ce retard hein, comme d'habitude, mais je pense que ça va être assez comblé, j'espère en tout cas assez rapidement. Et oui, effectivement, c'est un modèle qui est très intéressant parce que ça permet d'augmenter le panier moyen. Vous avez par exemple pris votre billet pour aller voir votre match de manière assez classique, et puis finalement, comme pouvait le dire Benjamin Roumégou d'ailleurs dans ses interviews auparavant, 24 heures avant le match, vous recevez un mail et puis ce mail vous dit vous voulez pas être finalement upgradé, aller en salon VIP pour mettons 20 $ de plus. Ah ça peut être intéressant. Moi perso, je me dis ouais pourquoi pas, en fait ça peut être cool quoi. Donc ça c'est ce genre de choses qu'il propose aux 49ers. Après il propose aussi par exemple en avant-match de faire une visite du stade. Donc vous arrivez 2 heures avant le match, on fait une visite du stade, ce qui malheureusement en France n'est pas proposé. Pareil, je rebondis là-dessus, en France très peu de stades ont un musée. Et pourtant, on a des choses à raconter. L'OL a une histoire incroyable, Nantes a une histoire incroyable, Saint-Etienne aussi, et je prends que le foot. Il y a plein de clubs qui ont une histoire incroyable à raconter.
Et c'est dommage de ne pas avoir ne serait-ce qu'un petit espace musée pour pouvoir faire découvrir les coursives, ce musée, l'histoire du club, même le néophyte, on va dire, la personne qui vient pour la première fois dans ce club, il a fait déjà la démarche de venir vers vous. Apprenez-lui-en davantage sur ce club-là. Qui êtes-vous, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat par le passé, quels sont les grands joueurs et tout ça. J'aime bien d'ailleurs cette culture du basket, d'afficher les numéros, on va dire, des grands joueurs du club. Ça permet, quand on rentre dans la salle, directement de voir, ok, je suis dans un grand club, ils ont tous les titres de champion et je sais qui, on va dire, sont les références de ce club-là. Permet de se situer directement. Au foot, il n'y a pas ça, par exemple, ou au rugby, il n'y a pas ça. Dans n'importe quel sport, on ne retrouve pas ça, ce qui est assez dommage, parce qu'on pourrait très très bien le dupliquer dans n'importe quel sport, quoi. Donc il y a toute une histoire à raconter, et on peut upgrader les expériences. Il y a quand même, encore une fois, le Racing 92 est un peu en avance là-dessus, une possibilité au Racing de prendre ce qu'on appelle le carré ciel et blanc, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire d'avoir accès à un salon VIP où il y a une coupe de champagne qui est offerte et après le reste, on va dire, est payant, mais en tout cas on est dans des conditions VIP. Donc ça peut être sympa, parce que quand je travaillais au FC Nantes d'ailleurs, la plupart des salons étaient pleins sur les matchs, on va dire, de gala comme l'OM ou comme le PSG, très bien. Mais effectivement, quand on a Nantes-Reims, alors j'ai rien contre Reims, ou Nantes-Clermont par exemple, j'imagine que c'est un peu moins plein. Et ça permettrait aussi de remplir ces salons-là, parce qu'il y a certainement dans le stade des gens qui sont tellement passionnés, qui aimeraient, soit pour une occasion un peu spéciale, un anniversaire ou quoi que ce soit, qui aimeraient vivre, on va dire, ces conditions, ce match dans des conditions premium. Voilà. Donc, ça peut être une possibilité, en tout cas à envisager. Et d'ailleurs, On Location, qui a remporté l'appel d'offres pour les Jeux de 2024, est vraiment dans cette optique-là. Ils veulent absolument proposer une expérience qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus immersive, beaucoup plus premium, et en tout cas différenciante de ce qu'on a l'habitude de proposer. Si vous allez dans un salon VIP, comme je vous disais, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'était la même chose, c'est-à-dire un cocktail ou un repas assis et le match. Et grosso modo, ça sort pas de ça, en fait. Ça, c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses à faire. Rencontrer des légendes du club, rencontrer des anciens joueurs, rencontrer... faire une visite du stade, voilà. Tout ça est largement faisable. Voir du bord terrain, voir un échauffement de près. En Angleterre, ils proposent d'avoir accès au couloir des joueurs. Hyper intéressant. Quand vous êtes fan, vous avez accès au couloir des joueurs. C'est magnifique. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Il n'y a plus qu'à. C'est vrai que les possibilités sont énormes, et plus on avance, plus j'ai l'impression qu'il y a des possibilités qui sont nouvelles, qui se créent, mais qui ne sont pas forcément prises, parce que du coup tu augmentes des espaces, tu crées de nouveaux espaces, tu crées de nouvelles offres parfois qui ne sont pas toujours destinées au grand public, alors qu'elles pourraient l'être, peut-être pas toute la saison, mais au moins à temps plus ou moins partiel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi je le vois avec les différents échanges que j'ai avec les clubs et les prestataires et les personnes qui s'intéressent à ces thématiques-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées. Tu as bien mentionné l'exemple entre le basketball et le football, là où on pratique des certaines plus ou moins traditions dans un sport qu'on peut peut-être adapter, dupliquer, adapter dans un autre club, dans notre sport. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont à mettre en place. C'est vrai qu'après l'Euro 2016, organisé en France, je trouve que ça a été vraiment le moment où on a considéré en France, notamment avec les fan zones, l'expérience fan. C'était devenu la nouvelle tendance depuis 2016 et cette époque-là, et donc ce tournoi majeur du sport. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance est à présent davantage portée sur l'engagement responsable, l'éco-responsabilité, l'environnement, la mobilité, la sensibilisation des spectateurs à un comportement plus orienté environnement, etc. Ouais, complètement. D'ailleurs, même, on va dire de manière plus large, en entreprise, par exemple, on parle de QVT, on parle de RSE, on parle d'éco-responsabilité, comme tu le disais. C'est des termes, on va dire, qui reviennent très très régulièrement. Donc, oui, pas que dans le sport, je dirais que de manière générale et globale, même au-delà de l'entreprise, dans notre vie de tous les jours, c'est des termes évidemment qui sont prioritaires.
Comment on peut l'adapter à la fan expérience? C'est assez simple. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, le MBA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des très bonnes initiatives. Je pense que la plupart des stades, ou en tout cas la plupart des clubs, réduisent leur pourcentage de billets papier, ou en tout cas de billets thermiques, donc les billets cartonnés un peu à l'ancienne. Par exemple, au Stade de France, on n'en fait quasiment plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut que ça continue. Le seul petit paradoxe qui reste encore, c'est que dans certains stades, je prends l'exemple encore une fois du Stade de France que je connais assez bien, on a des billets, des e-billets tout simplement, qui sont envoyés par mail, très bien, sauf qu'on nous demande de les imprimer. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que sur beaucoup de billets que je récupère en ligne, il y a cette mention-là, merci d'imprimer le billet, ou similairement ça veut dire ça, mais arrivé au stade, tu te rends compte que c'était pas forcément utile de l'imprimer, que tu pouvais simplement utiliser ton téléphone par exemple, mais il y a quand même cette mention-là, donc c'est déstabilisant. C'est ça, exactement. En général, c'est pour avoir le code barre, on va dire, qu'il soit bien imprimé et tout ça. Mais c'est vrai que c'est déstabilisant, comme tu disais, et puis ça va pas du tout dans l'optique justement de réduire, on va dire, ses déchets ou d'être plus éco-responsable, tout simplement, quoi. Donc si on fait un mail, c'est justement pour éviter de l'imprimer. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à fournir par les clubs là-dessus, et de développer les QR codes sur le billet mobile, quoi, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Si vraiment vous n'avez pas de smartphone, ok, vous pouvez imprimer votre billet, mais vous verrez que dans 5 ans, j'espère, ce sera vraiment à la marge, en fait, le billet papier. Tout le monde doit avoir son billet son billet sur son téléphone, et c'est ce qui se passe très bien avec la SNCF d'ailleurs. Tout le monde aujourd'hui a son billet sur son téléphone, plus personne n'a de billet cartonné, quoi. La fan expérience et l'éco-responsabilité peuvent être connectés. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux très bien agrémenter l'expérience des spectateurs, grand public ou VIP, partenaires, etc., et faire passer des messages, sensibiliser à l'éco justement environnemental. Il y en a certains qui le font, j'en ai vu aujourd'hui lorsque tu vas, par exemple, sur, on va appeler ça les fan zones, mais ce qui se passe avant les événements de course à pied, le marathon de Paris par exemple. Ouais, complètement. Tu as souvent l'animation que je revois souvent, même au Stade de France, j'ai déjà vu d'ailleurs, où tu as une animation où tu peux jeter une bouteille en plastique dans un panier de basketball. Ouais. Tu as un message global qui est, voilà, faites le tri sur vos déchets, le plastique, etc., qui a pour objectif de sensibiliser tout en offrant une animation, en criant de l'engagement sur quelque chose de concret. Qu'est-ce que toi tu penses des efforts qui sont fournis par les clubs aujourd'hui sur ce matching entre fan expérience et éco-responsabilité? Alors, moi je pense que il y a des efforts effectivement qui sont faits, et c'est très bien, il faut que ça continue. Je mets juste un bémol, je suis pas un grand fan du greenwashing, pour le greenwashing en tout cas. C'est-à-dire que être éco-responsable c'est bien, mais être éco-responsable pour être éco-responsable, ça n'a très peu d'intérêt. Moi effectivement je suis plutôt dans cette mouvance que tu disais, c'est-à-dire être éco-responsable mais tout en développant l'animation et la fan expérience. Par exemple très concret, proposer de la nourriture bio pour proposer de la nourriture bio avec à côté un hot dog dans un stade à 5 € ou à 7 € et puis une bière un peu tiède à 5 balles, il n'y a aucun intérêt. Quand on parle de restauration, il y a très peu de restauration en fait dans un stade. On se rend compte que si on n'aime pas un kebab ou si on n'aime pas un American steak, grosso modo on n'a pas grand chose à manger. Je t'invite justement sur ce sujet à lire le dernier magazine d'EcoFoot qui traite justement de comment augmenter ses revenus B2C en jour de match, et il y a quelques exemples concrets, notamment au HBC Nantes, au Stade Rochelet, à Saint-Étienne, et ils expliquent notamment qu'ils ont tout centralisé. La nourriture est pratiquement faite sur place, tout est un peu plus local, et il y a des réels résultats sur ces changements. Ça tombe très bien que tu en parles, parce que c'est justement ce que je voulais développer en fait, c'est que il y a énormément de stades, on va dire, aux États-Unis, en Australie notamment, sur tous les travaux de Blair Hughes pour les plus
pour les plus assidus entre guillemets d'entre nous et de fans d'expérience. Blair Hughes qui est de retour, il était un petit peu exactement. Sens, là je vois qu'il est revenu, c'est très bien sur Twitter, il nous partage ses petites c'est découvertes. Ça, exactement. Et donc en fait il y a beaucoup de stades et de clubs donc dans les pays anglo-saxons et qui créent notamment leur bière par exemple sur place, qui la brassent sur place, qui travaillent sur du circuit court. Par exemple au Atlanta Falcons, donc dans le Mercedes-Benz Stadium, sur le toit du Mercedes-Benz Stadium, il y a un potager qui permet tout simplement d'alimenter les restaurants VIP notamment. Il y a tout un travail qui est fait autour de la diversification de la nourriture. Je pense par exemple au Tomorrowland, le gros festival en Belgique, un des plus gros festivals du monde, qui offre une palette de restauration vraiment complète et qui permet de manger soit du gastronomique, soit de l'italien, soit libanais. Enfin, on peut vraiment manger tout ce qu'on veut. Et ça, c'est très intéressant et je pense très inspirant pour la plupart des clubs de sport chez nous en France, quoi. Je pense par exemple au Puy du Fou qui est aussi dans une très très bonne mouvance là-dessus puisque ils ont aussi pas mal de potagers et qui permettent d'alimenter leur restaurant. Alors on part sur pas un tout autre sujet, mais je voulais t'amener aussi sur le sujet des partenaires. On le répète souvent sur nos articles dans FanStriker, les partenaires sont aujourd'hui au cœur de la stratégie en matière d'expérience aux spectateurs ou d'amélioration de leur expérience. Leur engagement, on le répète bien souvent, est primordial pour eux déjà, mais aussi pour le club. Et c'est au club ou à l'organisateur d'événements d'être proactif et de proposer d'optimiser son engagement. Concrètement, un partenaire qui met de l'argent dans un club pour des opérations, pour de la visibilité, etc., il a tout intérêt à proposer quelque chose de plus qui va le valoriser davantage. Le club, c'est à lui aussi de l'amener à proposer davantage des choses, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, malheureusement, qu'il y a parfois des partenariats qui sont pas très vivants, où c'est juste de la visibilité et derrière il n'y a pas grand chose qui se crée. En fait, tu as dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ou en tout cas dans les années précédentes, il y avait énormément de partenariats en termes de visibilité. Pour toucher le B2C, on appuyait sur la visibilité, on avait des pancartes ou des panneaux LED en bord terrain. Ok, très, très, très intéressant, mais en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux. En activant, en créant un moment, en touchant directement le spectateur, en allant le chercher, en créant une expérience avec lui. Et du coup, en lui on va dire apportant des sensations, des émotions qui sont beaucoup plus positives et intéressantes. Et donc ça, c'est, on va dire, depuis quelques années, 2-3 ans. C'est aussi là qu'est né effectivement le concept de fan experience. Et dans les clubs, on voit naître maintenant des postes d'activation marketing, ou ce genre de chef de projet activation, enfin, notamment au PSG. D'ailleurs, je crois qu'ils ont recruté en ce moment, ou à l'OL, ou dans des gros clubs, on va dire, qui sont très structurés. Mais je pense que ça va se développer sur la plupart des clubs de Ligue 1 et puis très certainement dans les années à venir sur les autres clubs. Et effectivement, en fait, le club doit être une source, on va dire, pour alimenter les partenaires et leur dire, tenez, je pense que ce serait intéressant de faire ça comme activation, vous pouvez mettre ça en place. Par exemple, l'exemple pour moi qui est le plus parlant, c'est la Hyundai Experience, à l'époque où Hyundai était partenaire de l'OL. Là, il y avait vraiment une expérience qui était très complète. On en a parlé des co-responsabilités tout à l'heure. Ils avaient un partenariat sur un système de covoiturage qui était sympa quand on avait une Hyundai. Il y avait un parking dédié pour tous les propriétaires de Hyundai. Quand même une expérience assez sympa quand on connaît la galère que c'est pour se garer proche d'un stade. Vous aviez le maillot géant avec deux enfants qui étaient tout contents d'agiter le maillot à l'entrée des joueurs. Forcément qui était brandé Hyundai. Il y avait énormément d'expérience. Il y avait aussi une expérience bord terrain avec un jeu concours en avant-match, et donc vous viviez le match tout proche du banc de touche. Donc vraiment une expérience complète. En plus en loge, même chose, vous pouviez tester un simulateur de rallye Hyundai. Donc hyper intéressant. Et pour le coup, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que Hyundai c'était un très bon exemple d'exploitation du partenariat parce qu'il y avait aussi une plateforme digitale, il y avait un site internet, il y avait des réseaux sociaux, il y avait de la communication
en plus des opérations au jour de match qui étaient réalisées. Donc il y avait une logique qui était respectée sur l'ensemble des apprentissages ou des démarches qui ont été réalisées par le partenaire. C'est ça, vraiment 360 degrés. Et d'ailleurs, si je me souviens, moi, que Hyundai est partenaire de l'OL, enfin était partenaire de l'OL, c'est que ça a marché. Ou alors que tu avais une Hyundai. Et j'avais pas de Hyundai. J'avais pas de Hyundai. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer des moments. Si je te dis, qu'est-ce que tu préfères comme marque entre Cochonou ou entre Justin Bridou? Ah voilà, je peux pas te répondre parce que je suis en train de préparer un sujet sur Justin Bridou. J'aime beaucoup Justin Bridou. Non, les deux, d'ailleurs, ils font partie du même groupe. Je sais plus la maison mère, quel est le nom de la maison mère. Je sais plus, ouais. Mais les deux, en fait, je trouve qu'ils ont une approche qui est très similaire. Et c'est aussi cette raison qu'ils sont pas tous les deux sur le même sport. Il y en a un qui est sur le cycliste, l'autre qui est davantage sur le rugby. Exactement. Et au final, ils s'adressent plus ou moins de la même façon avec presque la même vision qu'on peut avoir nous en tant que spectateurs quand on les voit partenaires des événements sportifs. Donc j'aime les deux. Ok, donc réponse de Normand un peu. Ouais, exact, je me mouille pas. Tu te mouilles pas, tu veux te mettre personne à dos. Moi je préfère Cochonou. Je préfère Cochonou parce que je les trouve plus intéressants effectivement sur le Stade de France, en tout cas sur le Tour de France, pardon. En tout cas, je pense que le grand public, quand on dit Cochonou, il identifie directement au Tour de France. Il parle de chevaux, serviette à carreaux, distribution de saucissons et tout ça en fait fait que ça crée vraiment un moment quoi. Quand je sais que tu as travaillé chez Intersport, mais Intersport et Decathlon c'est un peu la même chose. Et c'est-à-dire que là où Decathlon est très fort, c'est qu'en fait, ils créent des instants parce qu'on peut tout essayer à Decathlon. Vous allez dans les rayons de Decathlon, vous essayez une table de ping-pong. Et moi, combien de fois, étant étudiant STAPS à côté d'un Decathlon, je suis allé au Decathlon l'après-midi juste pour tester les tables et faire un ping-pong, quoi. Et en fait, c'est cette expérience-là qui est très importante, qui est très intéressante. Quand on crée une expérience avec le spectateur, il y a déjà un lien qui se crée, et donc forcément, ça va le rendre plus fidèle. Exactement, et l'exemple de l'expérience magasin est d'autant plus parlante parce que pour le coup, Decathlon est un vrai bon élève pour ça, parce que c'est vrai que tu peux aller en magasin, tester un vélo, essayer des chaussures, taper dans un ballon de foot si tu veux, et ça se fait aujourd'hui dans les grands magasins, les Nike Stores sur les Champs-Élysées ou même ailleurs. Aujourd'hui, tu as des espaces expérientiels qui vont te permettre de t'imprégner ou de t'immerger avec le produit, soit sur toi ou en ayant l'impression que tu utilises le produit au quotidien. Et c'est vrai que c'est des vraies différences parce que ça te permet de te proposer plus qu'une expérience d'achat. Pour le coup, tu as une expérience même si tu ne procèdes pas à l'achat. Et c'est ça qui est intéressant et sur lesquels on peut s'inspirer nous dans le monde du sport. Oui, complètement. C'est largement duplicable. On arrive au terme de cet échange. Pierre, la question finale que l'on pose à chacun de nos interlocuteurs, c'est quelle est ta propre définition de la fan expérience ? Extrêmement, très bonne question. Je dirais que c'est faire en sorte que peu importe le résultat de son équipe, le fan passe un bon moment avant, pendant et après le match. En fait, l'idée générale, c'est ça, c'est de décorréler l'expérience du spectateur du résultat sportif. Des défaites, il y en aura forcément. Dans la saison, il y a très peu de clubs qui n'ont pas de défaites. L'idée, c'est que malgré la défaite, l'ensemble des fans passent un bon moment et forcément aient envie de revenir dans le club. Voilà. Très bonne définition. Toujours intéressant d'avoir ces définitions-là parce que tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on pose cette question, on a des choses qui se retrouvent, mais il y a toujours des petites particularités, des petites similitudes, et c'est là qui est intéressant parce que c'est très large, et à chaque fois les définitions qui sont données, elles sont toujours bonnes, à chaque fois selon aussi les affinités de chacun, selon leurs compétences, leur vision, etc. Mais je pense qu'avec l'ensemble des questions qu'on pose sur justement qu'est-ce qu'est la définition d'une fan expérience, on pourrait avoir une grande définition globale si on faisait un mix de tout ça qui pourrait être la plus concrète possible. Je te remercie Pierre, c'était un plaisir d'échanger ensemble. Merci beaucoup Mathieu, c'était vraiment sympa. On peut te retrouver sur LinkedIn du coup ? Ouais, bien sûr, n'hésitez pas à m'ajouter, Pierre Lebeau, donc je travaille chez Derby, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Eh bien merci Pierre, à bientôt. Merci, au revoir.
Merci pour votre écoute. Si vous arrivez ici, ça veut dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.